Imagine, tu es valet de chambre à Blois, 5 janvier 1589. L'air te griffe la gorge, des hommes qui ont regardé des exécutions s'étranglent derrière de la soie. Et au centre de tout cela, Catherine de Médicis transforme la mort en spectacle que l'Europe ne peut oublier. Voici ce que tu vas voir. 3 moments. 1. Une puanteur de lit de mort qui vide les couloirs. 2. Un cercueil qui explose. 3. Une guerre de pamphlets qui survit à une dynastie. Ce n'est pas juste une mort, c'est un théâtre de dissuasion. Et elle devient l'accessoire. Mais la pire image n'est pas dans cette pièce. Elle attend dans la chapelle, scellée dans le chêne. Tu dois comprendre qui était vraiment Catherine de Médicis, car cette femme n'était pas seulement puissante, elle était la marionnettiste de l'Europe du XVIe siècle. Imagine-toi dans n'importe quelle cour royale de Londres à Vienne. Chuchote son nom et regarde les hommes adultes frémir. Catherine n'était pas n'importe quelle reine, elle était la reine-mère de 3 rois français différents. Réfléchis à ça, elle contrôlait littéralement le trône à travers ses fils pendant des décennies. Alors que d'autres femmes royales étaient écartées après la mort de leur mari, Catherine a saisi le pouvoir à 2 mains et ne l'a jamais lâché. Cette femme avait une réputation qui pétrifiait les hommes adultes. Les gens chuchotaient qu'elle était empoisonneuse, qu'elle avait des chambres secrètes sous le palais où elle mélangeait des potions mortelles. Ils disaient qu'elle pratiquait la nécromancie, qu'elle pouvait parler aux morts, qu'elle collectionnait les têtes coupées pour ses rituels sombres. La Saint-Barthélemy, c'était son chef-d'œuvre. Des milliers de protestants massacrés en une seule nuit parce que Catherine avait décidé qu'ils étaient gênants. Mais c'est là que le théâtre devient tragique. En 1589, Catherine a 69 ans et son corps s'effondre littéralement. Tu peux la sentir dans le couloir avant de la voir. Elle souffre de gouttes sévères. Imagine tes articulations remplies d'éclats de verre, prise de poids massive, ulcères purulents sur les jambes qui refusent de guérir. Note d'archives, rapport du médecin royal. Domestiques tirent à la courte paille, tour de 5 minutes maximum. Témoignage, femme de chambre réassignée, l'odeur collait aux cheveux. Et tout cela arrive pendant que la France se déchire. Catholiques contre protestants, voisins assassinant voisins, villes entières assiégées. Catherine était la seule chose qui maintenait ce pays ensemble par pure force de volonté. Mais derrière les portes closes, les courtisans chuchotaient que Dieu punissait enfin la reine noire pour ses péchés. Ils disaient que son corps pourrissait de l'intérieur comme châtiment divin. Alors, quand la mort est finalement venue chercher Catherine de Médicis en ce janvier glacial de 1589, personne n'a cru aux causes naturelles. La pire image ne se trouve pas ici, 5 janvier 1589. Tu marches dans les couloirs du château de Blois quand l'odeur te frappe comme un mur physique. Catherine de Médicis est clouée au lit. La reine qui terrorisait autrefois les rois peut à peine bouger. Ses jambes sont si enflées qu'elles font presque 3 fois leur taille normale, grotesquement gonflées comme des saucisses, tendues, prêtes à éclater à tout moment. Ses ulcères suppurent sans arrêt, et je dis bien sans arrêt, un écoulement jaunâtre et putride traverse plusieurs couches de bandages et de draps. L'odeur est si écrasante que les domestiques travaillant par tour de 5 minutes, juste pour changer sa literie. Certains ne tiennent même pas les 5 minutes complètes. Note d'archives, registre domestique, besoin en linge doublé, réserve de parfums épuisés. Mais voici ce qui est vraiment dingue. Catherine essaie encore de régner depuis ce lit de mort pourrissant. Même pendant que son corps se décompose autour d'elle, elle dicte des lettres, fait des manœuvres politiques, tente désespérément de maintenir la France ensemble avec son souffle mourant. Parce qu'elle le sait, à l'instant où elle meurt, tout s'effondre. Tu peux voir les courtisans tourner comme des vautours. Certains prient pour sa guérison, mais d'autres écrivent déjà des lettres secrètes aux puissances étrangères, se préparant au vide du pouvoir. Dans les couloirs du palais, tu entends les murmures « Jugement de Dieu, châtiment divin », le règlement de compte de la Reine Noire. 5 janvier, vers 13h. Catherine de Médicis rend son dernier souffle. Tu penserais que ce serait un moment solennel, non ? La fin d'une époque, une femme puissante enfin en paix. En quelques heures, les couleurs fleurissent. Violet, vert, puis noir. Les médecins tamponnent, notent, se retirent. Les draps s'assombrissent comme de l'encre renversée. Personne ne tient 5 minutes à côté d'elle. Le chêne ne tiendra pas. Les embaumeurs royaux arrivent pour préparer le corps de Catherine à l'enterrement. Ces hommes, sont des professionnels. Ils ont conservé d'innombrables rois, nobles, même des saints. Routine sur le papier. Pas ici. Le processus échoue, visible minute par minute. Le corps gonfle jusqu'à sembler à peine humain. La peau se tend, éclate, et des ruisseaux de liquide putride tachnent tout ce qu'il touche. Le cadavre de Catherine ne se décompose pas seulement. Il fait quelque chose qui choque même les médecins du palais. Le processus d'embaumement accélère la décomposition à une vitesse surnaturelle. Tu peux littéralement regarder ça arriver. On parle d'un corps qui double de taille en quelques jours, s'étire et se déforme.
Les fluides qu'ils ont injectés pour la conservation se mélangent maintenant à la décomposition naturelle et créent cette bouillie toxique qui dévore sa chair de l'intérieur. Note d'archives, registre de la chapelle, demande d'encens triplé, porteur remplacé toutes les 6 minutes. Tu l'entends avant de le sentir, le doux craquement du chêne. L'impensable arrive. La pression du cadavre en expansion de Catherine fait littéralement exploser le cercueil de chêne massif comme un fruit trop mûr. Le bruit résonne dans la crypte comme un coup de feu. Ce qui se déverse est indescriptible. Les fluides se répandent de partout et contaminent toute la crypte royale. L'odeur s'infiltre dans les murs de pierre eux-mêmes, dans le mortier, dans les fondations du château. Des sections entières de Blois doivent être abandonnées car la puanteur est insupportable. Tu sais ce qui est vraiment pervers ? Exactement la même chose est arrivée à Henri VIII il y a environ 50 ans. Ça ressemble à un retour, pas un hasard. Des tyrans qui régnaient par la peur réduisent à des spectacles grotesques même dans la mort. Le chêne se fend, la France aussi. Note d'inventaire, folio 27, porteur remplacé, submergé par les vapeurs, chambre scellée pour une durée indéterminée. Avec la mort de Catherine, tu observes l'équilibre politique délicat qu'elle maintenait depuis des décennies implosé en temps réel. Ce n'est pas juste la perte d'une dirigeante, la France perd tout son système nerveux. Imagine-toi comme ambassadeur étranger à Paris. En quelques heures après sa mort, tout change. Catherine était la marionnettiste derrière 3 rois différents. Elle avait des réseaux d'espions à travers l'Europe, du matériel de chantage sur chaque noble important, cette capacité terrifiante à voir les manœuvres politiques 5 coups à l'avance. Son fils, le roi Henri III, tente désespérément de combler le vide. C'est comme un enfant qui joue avec de la dynamite. Il n'a pas le génie de sa mère pour la manipulation, ses décennies de peur soigneusement cultivées, sa compréhension de comment équilibrer les factions rivales. En quelques semaines, il commet des erreurs catastrophiques que Catherine aurait vues venir à des kilomètres. Les guerres de religion que Catherine maintenait à peine sous contrôle, elles explosent avec une violence qui fait ressembler les conflits précédents à des bagarres de cour d'école. Des régions entières déclarent leur indépendance. Les extrémistes catholiques appellent à la guerre sainte. Les armées protestantes marchent sur Paris. Et puis, le 1er août 1589, seulement 7 mois après la mort grotesque de Catherine, un moine fanatique nommé Jacques Clément s'approche du roi Henri III et lui plante un couteau dans le ventre. Henri III meurt le lendemain. La dynastie des Valois qui avait régné sur la France pendant près de 300 ans est éteinte. Pense à ça. Une lignée qui avait survécu aux guerres, aux pestes, aux invasions et aux bouleversements politiques pendant 3 siècles, effacée en quelques mois après la mort de Catherine. Les gens à travers l'Europe voient ça comme une justice divine. Ils disent que Dieu a jugé la Reine Noire et l'a trouvée insuffisante. Son cadavre pourrissant était un signe que toute sa lignée était maudite. Les pamphlets font ce que les armées n'ont pas pu faire. Ce n'était pas des ragots, c'était une guerre industrielle de pamphlets. Les imprimeurs payaient à la feuille, la pâte transformée en sermon, son corps rédigé en doctrine. Tu te tiens dans une taverne londonienne, sur une place de marché viennoise, dans une auberge berlinoise. Partout en Europe, la même scène. Des foules rassemblées autour de quelqu'un qui lit à haute voix les descriptions les plus explicites du corps pourrissant de Catherine que tu aies jamais entendu. Les pamphlétaires les protestants se sont jetés sur sa mort comme des vautours sur de la chair fraîche. Ils ont publié des récits incroyablement détaillés, si vivants, si dégoûtants que les gens ne pouvaient pas arrêter de lire. Ils l'appelaient la reine noire de la pourriture, la sorcière Médicis, le jugement de Dieu fait chair. Mais voici la partie géniale, ils ne décrivaient pas seulement sa mort. Ils transformèrent son cadavre en arme de propagande ultime. Imagine ça, des pamphlets inondent chaque taverne, chaque place de marché et chaque cour noble de Londres à Vienne. Des gens qui n'avaient jamais vu Catherine de Médicis discutent les détails horribles de son corps pourrissant autour de leur bière matinale. Les marchands lisent à haute voix aux foules des récits graphiques de son cercueil éclaté. Ça devient cette obsession morbide qui balaie tout le continent comme un feu de forêt. Les écrivains protestants font bombance. Ils disent que son cadavre, en décomposition, prouve que Dieu lui-même a rejeté la cause catholique. Ils prétendent que la puanteur de son corps était littéralement l'odeur de l'enfer s'échappant à travers sa chair pourrissante. Certains pamphlets suggèrent même que des démons ont possédé son cadavre, ce qui explique pourquoi il ne voulait pas rester proprement mort et enterré. Pendant ce temps, les loyalistes catholiques s'y sont secoués jusqu'à la moelle. Catherine avait été leur championne, leur cerveau stratégique, la femme qui avait tenu en échec les armées protestantes pendant des décennies. La voir réduite à ce spectacle grotesque, c'est comme regarder toute leur vision du monde s'effondrer en temps réel. Les imprimeurs font un marché de son corps,
Chaque page vendue achète un autre sermon contre les vivants, les routes lui refusent le passage. Finalement, ils doivent te transporter les restes de Catherine pour un enterrement digne. Tu vas être témoin d'un cortège funéraire royal qui se transforme en cauchemar médiéval. Imagine ça, au lieu de dignité et de cérémonie, tu as ce cercueil qui pue si atrocement que les porteurs ne peuvent littéralement pas s'approcher à moins de 3 mètres. Ils enveloppent toute la chose dans plusieurs couches de tissu trempé de tous les parfums et huiles qu'ils peuvent trouver. Même alors, les gens peuvent le sentir à des centaines de mètres. Notes d'archives, registres de transport, refus de villages documentés, routes alternatives requises, il y a des récits documentés de villages entiers qui refusent de laisser le cortège funéraire passer dans leurs rues. Tu peux voir les villageois barricader leurs portes, claquer leurs volets. Certaines villes postent des gardes pour forcer le cortège à prendre des routes alternatives autour de leur communauté parce qu'ils craignent que la puanteur contamine leurs puits et leur bétail. Mais ça empire. Les hommes qui portent le cercueil doivent travailler par tour de seulement quelques minutes parce que l'odeur est si écrasante que des hommes adultes s'effondrent. Ils essaient avec de longues perches pour le porter à distance. Même ça ne suffit pas. Certains porteurs vomissent si violemment qu'ils ne peuvent pas continuer. À un moment, le cortège s'arrête pendant une journée entière parce que personne ne peut comprendre comment transporter le cercueil sans que les porteurs s'évanouissent. Ils finissent par recruter des volontaires des prisons locales, des criminels condamnés à qui on promet des réductions de peine, s'ils peuvent supporter de porter les restes de Catherine sur quelques kilomètres seulement. Pense au symbolisme. C'était Catherine de Médicis, une femme qui avait fait s'agenouiller des rois devant d'elle, qui avait contrôlé le destin des nations, qui avait semé la terreur dans le cœur des hommes les plus puissants d'Europe. Elle est réduite à ceci, un spectacle de décomposition si répugnant que les criminels endurcis sont les seuls assez désespérés pour toucher son cadavre. Ce n'était pas un enterrement, c'était un théâtre public de dissuasion, et elle est devenue l'accessoire. Nous connaissons ces détails grâce au registre des gardiens et aux ordonnances de route funéraire, des fragments qui se lisent comme un rapport de scène de crime. Réfléchis à ça un moment. Catherine de Médicis a passé toute sa vie à manipuler les apparences, contrôler les récits, se présenter comme cette force de la nature intouchable qui pouvait plier la réalité à sa volonté. Elle orchestrait des spectacles somptueux, des festivals de cour qui coûtaient des fortunes, des cérémonies politiques conçues pour intimider les ambassadeurs étrangers, même des massacres chorégraphiés pour un impact psychologique maximum. Tout était calculé, tout était théâtre. Tout visait à projeter un pouvoir absolu et instiller une peur viscérale à quiconque osait s'opposer à elle. Mais dans la mort, elle ne pouvait plus contrôler l'histoire. Son corps l'a trahi de la manière la plus publique et humiliante imaginable. La femme qui avait fait ramper et supplier les autres a été réduite à quelque chose de si répugnant que les gens ne pouvaient même pas regarder ses restes sans avoir des hauts le cœur. C'est presque poétique dans sa cruauté. Elle n'est pas tombée sous la lame d'un assassin ou le poison d'un rival politique, les armes qu'elle connaissait si bien et avait utilisées contre d'innombrables ennemis. Au lieu de ça, elle a été vaincue par sa propre chair pourrissante et est devenue ce miroir grotesque du royaume qu'elle ne pouvait plus maintenir ensemble. Exactement comme son cadavre, la France elle-même pourrissait de l'intérieur, au-delà de tout espoir de conservation ou de contrôle. L'ironie est écrasante. La Reine Noire, qui avait terrorisé l'Europe pendant des décennies, a finalement été vaincue par le seul ennemi qu'elle ne pouvait pas manipuler, corrompre, intimider ou détruire, sa propre mortalité. Et cette mortalité a fait en sorte que tous se souviennent d'elle non comme la marionnettiste redoutée, mais comme le spectacle pourrissant que même les criminels ne pouvaient supporter de toucher. Alors voici ce qui me fascine vraiment dans cette histoire. La mort de Catherine de Médicis n'était pas juste la fin d'une personne, c'était l'effondrement symbolique de toute une époque, et l'Europe le savait. Son cadavre, littéralement en train de se désintégrer et impossible à contenir, est devenu cette métaphore parfaite de la dynastie des Valois elle-même. Exactement comme son corps. La structure politique qu'elle avait bâtie pourrissait de l'intérieur, au-delà de tout espoir de conservation. Cette même femme qui avait survécu aux intrigues de cour, aux guerres de religion, aux tentatives d'assassinat et aux bouleversements politiques pendant près de 70 ans, a finalement été vaincue par le seul ennemi qu'elle ne pouvait pas déjouer, sa propre chair. Et tu sais ce qui est vraiment dingue, on en parle encore aujourd'hui, plus de 400 ans après. C'est ça le pouvoir d'un moment historique vraiment choquant. Il résonne à travers les siècles parce qu'il capture quelque chose de fondamental sur le pouvoir, la mortalité et le prix du contrôle absolu. Certains historiens appellent à Catherine une visionnaire qui a maintenu la France ensemble pendant sa période la plus sombre.
D'autres la stigmatisent comme un monstre responsable de souffrances et d'effusions de sang incommensurables. Mais voici un fait qui est absolument indéniable. La mort de Catherine de Médicis a terrorisé l'Europe autant que sa vie. Son histoire nous rappelle que le pouvoir, peu importe à quel point il semble absolu, est finalement temporaire. Même les dirigeants les plus redoutés ne sont que chair et sang mortels. Et parfois, cette chair et ce sang ont une façon très inconfortable de le rappeler à tout le monde de la manière la plus spectaculaire possible. La Reine Noire, qui faisait autrefois trembler les royaumes, a été réduite à un spectacle pourrissant que même les criminels endurcis ne pouvaient supporter de toucher. Et dans cet acte final grotesque, elle a accidentellement enseigné à l'Europe une leçon sur la mortalité qu'aucun théâtre politique n'aurait jamais pu transmettre. Si tu crois que les archives doivent couvrir le mythe, reste pour le prochain cas. Car il y a tant d'autres histoires comme celle-ci qui vont complètement changer ta façon de penser l'histoire et le pouvoir lui-même.